Bonjour chers apprenants, bonjour chers élèves. Je suis Madame Cesse Aboké Marie-Danielle, enseignante de philosophie. Aujourd'hui, j'ai la joie d'approfondir avec vous la compétence 3 du programme de philosophie des classes de terminale. Pour rappel, disons que notre compétence 3 s'intitule « Traiter une situation relative aux conditions d'épanouissement de l'homme ». Le thème de cette compétence est « Les conditions du bonheur ». La leçon que nous aurons la joie de conduire s'intitule « La valeur de la philosophie ». Trois notions capitales nous permettront d'élucider cette leçon. Donc, comme contenu, nous avons la philosophie, la raison et enfin le mythe. Notre leçon s'articulera autour du plan suivant. D'abord, nous verrons l'introduction. Ensuite, nous passerons à la première partie de notre leçon qui s'intitule « Caractérisation de la philosophie, de la raison et du mythe ». Cette première partie de notre leçon elle-même comporte trois sous-parties, à savoir, en A, la philosophie, une quête perpétuelle de savoir rationnel et de vertu. En B, la raison, une faculté de connaissance et de discernement. En C, le mythe, un récit imaginaire et fabuleux. À l'issue de cette première partie, nous verrons la deuxième partie de notre leçon qui s'intitule « Grand 2, rapport entre la raison et le mythe ». Cette deuxième partie de notre leçon elle-même comprend deux sous-parties, à savoir en A, l'opposition entre la raison et le mythe, et en B, la nécessaire complémentarité entre la raison et le mythe. Toute chose qui nous permettra de passer à la troisième partie de notre leçon, Grand 3, la valeur de la philosophie dans l'histoire de l'humanité. Cette troisième partie de notre leçon elle-même comprend deux sous-parties qui sont en A, la raison et le mythe comme fondement de la philosophie. En B, le rôle de la philosophie dans l'histoire de l'humanité. À l'issue donc de cette dernière partie, nous ferons la conclusion et nous passerons à une activité d'application pour voir si vous avez bien compris la leçon de ce jour. À titre indicatif, chers apprenants, nous vous conseillons un certain nombre d'auteurs que vous pourriez consulter pour approfondir votre leçon. Nous passons à présent à la leçon proprement dite. Pour débuter notre leçon, chers apprenants, nous allons nous servir de la situation d'apprentissage suivante. Soyez très attentifs, car à l'issue de cette situation d'apprentissage, vous et moi allons déterminer ensemble les tâches à accomplir. Situation d'apprentissage. De retour du centre de documentation et d'information, un élève de la terminale A de l'EMPT de Bingerville arrive en classe avec le mythe de Sisyphe, œuvre d'Albert Camus. Commentant le titre de cette œuvre, certains élèves affirment que le mythe est un conte. Les autres réfutent cette assertion en soutenant que le mythe est un récit philosophique. Pour dissiper tout doute, ils décident tous ensemble de connaître les caractéristiques du mythe
d'établir les relations entre la philosophie, le mythe et la raison, et d'apprécier enfin la valeur de la philosophie dans l'histoire de l'humanité. En introduction, nous disons, l'histoire de l'humanité nous révèle que l'être humain a toujours tenté de comprendre et de transformer le monde pour un plus grand bien-être. Dans cette tentative de compréhension de l'univers, l'homme a aussi bien recours aux productions rationnelles et critiques, comme la philosophie, qu'aux productions imaginaires et fabuleuses, comme le mythe. Or, une première analyse de ces deux productions laisse entrevoir qu'elles entretiennent un rapport d'exclusion, un rapport d'opposition même. Dès lors, sommes-nous en mesure de dire de l'activité philosophique qu'elle se détourne systématiquement du mythe? Mieux, la rationalité triomphante dans la pensée philosophique est-elle nécessaire et suffisante pour comprendre toute l'histoire de l'humanité? En définitive, quel est le rôle de la philosophie dans l'histoire de l'humanité? Pour répondre à toutes ces préoccupations, nous allons tout d'abord caractériser la philosophie, la raison et le mythe. Grand 1 donc, caractérisation de la philosophie, de la raison et du mythe. En a la philosophie une quête perpétuelle de savoir rationnel et de vertu. La philosophie, chers apprenants, est un savoir rationnel qui émergea vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Étymologiquement, le mot philosophie signifie amour de la sagesse, et c'est bien Pythagore de Samos, philosophe grec mathématicien de l'Antiquité, que nous devons cette définition. En tant que telle, la philosophie est un exercice critique de la raison en quête de vérité pour fonder l'instruction et les valeurs. C'est donc à juste titre que Platon, philosophe grec de l'Antiquité, disciple du père de la philosophie, Socrate, dira dans son œuvre Le Gorgias que, et je cite, « La philosophie sert à l'instruction, c'est-à-dire qu'elle est source de connaissances. » Plus tard, René Descartes, au XVIIe siècle, précisera qu'en plus de servir à l'instruction, que, je le cite, « la philosophie permet de régler les mœurs » dans son œuvre Les principes de la philosophie. Autrement dit, la philosophie est une activité rationnelle qui permet de canaliser les pratiques humaines. Que retenir donc de la caractérisation de la philosophie, chers apprenants? Il faut retenir que la philosophie est une activité de réflexion et de discernement qui tente de fonder les savoirs et les vertus essentiellement sur la faculté qu'est la raison. Heidegger Martin a donc raison de dire dans son œuvre « Qu'est-ce que la philosophie ?» Et je le cite, « La philosophie est œuvre de la raison. » Fin de citation. Mais qu'entendons-nous par le mot « raison » ? Qu'est-ce que la raison ? Nous passons à présent, chers apprenants, à la deuxième sous-partie de notre
première partie qui s'intitule Grand B, la raison, une faculté de connaissance et de jugement. Qu'est-ce donc la raison? Comment caractériser la raison, chers apprenants? Il faut savoir que la raison est la faculté humaine qui permet de connaître, de juger et d'agir conformément à des principes. Étymologiquement, le mot raison dérive de deux mots, à savoir du grec logos, qui désigne le discours cohérent, logique, l'énonciation de ce qui est donc sensé. Le mot raison dérive également étymologiquement du latin ratio, qui signifie calcul. La raison est donc la faculté de calculer, la faculté de compter, la faculté de bien juger, la faculté de présenter des justifications ou des preuves dans la connaissance du réel. Partant de ces deux acceptions, l'on peut retenir avec René Descartes, philosophe rationaliste du XVIIe siècle, dans son œuvre « Le discours de la méthode », que, et je le cite, « la raison est la puissance de bien juger, de distinguer le vrai d'avec le faux ». Fin de citation. Autrement dit, la raison est la faculté qui nous permet d'atteindre la vérité avec discernement. Voilà pourquoi, en tant que faculté, elle sert de matrice à la science en quête de vérité, ainsi qu'à la philosophie, qui, elle également, est en quête de vérité. Mais peut-on en dire autant du mythe? Qu'est-ce que le mythe? Comment se caractérise-t-il? Toute chose qui nous fait passer à la dernière sous-partie, notre grand C qui s'intitule « Le mythe, un récit imaginaire et fabuleux ». Le mot mythe, chers apprenants, dérive de l'étymologie grecque « mythos », qui signifie « récit », parole que l'entendement ou l'intelligence n'appréhende que par des symboles, des signes et des images. Le mythe est donc une production de la faculté qu'est l'imagination. Il est un récit imaginaire extraordinaire, merveilleux et symbolique des origines du monde, de l'humanité ou de leur fin, par un recours aux divinités et aux forces surnaturelles. En tant que tel, il faut noter que le mythe est inhérent à la culture et aux croyances qui jalonnent l'histoire de l'humanité, car le mythe est l'élément par lequel les peuples essaient de perpétuer leur tradition et de fournir une explication aux phénomènes naturels et humains. Il n'y a donc point de société sans mythe. Et les mythes du poète grec Homère dans l'Antiquité, par exemple, servaient de fond de pensée car ils révélaient la structure de la réalité du monde. Voilà pourquoi l'historienne Edith Hamilton, dans son œuvre « La mythologie », nous dit, et je la cite, que le mythe est la science des premiers âges. Fin de citation. Autrement dit, le mythe est la connaissance des temps primordiaux. Or, peut-on parler de science là où la raison semble faire place à l'imagination?
Quel rapport le mythe entretient-il avec la raison? Ces deux questions vont nous permettre d'aborder la deuxième partie de notre leçon. Grand 2, rapport entre la raison et le mythe. En tant que fruit de l'imagination, la connaissance mythique semble s'opposer à la connaissance rationnelle comme l'imagination à la raison. Grand A donc, l'opposition entre la raison et le mythe. Chers apprenants, il faut dire que l'opposition entre la raison et le mythe trouve ses justifications dans les arguments suivants. Premier argument, tandis que la raison, en tant que faculté cognitive, se rapporte au réel pour fournir des explications, pour fonder la connaissance et le jugement, le mythe se fonde quant à lui sur l'imagination, qui est la faculté de produire ou d'inventer des images qui contredisent, déforment ou transcendent le réel. Or, pour les rationalistes, c'est-à-dire pour les philosophes qui pensent que la raison est la seule source crédible de la connaissance, vu que les sens sont trompeurs, le mythe, en tant que fruit de l'imagination, est le témoignage de notre servitude au corps, à la sensibilité et aux sens qui, eux, sont trompeurs. Ainsi, pour le philosophe rationaliste, moraliste et mathématicien Blaise Pascal en particulier, l'imagination, et je le cite, est maîtresse d'erreurs et de fausseté. Fin de citation. Plus encore, l'imagination, et je le cite à nouveau, est ennemie de la raison. Fin de citation. Blaise Pascal dans son œuvre Pensée. L'opposition entre le mythe et la raison se fonde ensuite sur l'argument suivant. Tandis que la connaissance rationnelle, dans sa démarche, abandonne toute approche théologique et métaphysique du réel pour une approche plus rigoureuse, plus objective et plus scientifique qui envisage l'étude des vraies causes et des vrais critères, des critères objectifs, le mythe baigne encore dans la subjectivité et dans la métaphysique. Pour le positiviste Auguste Comte, la démarche rationnelle est plus crédible, plus rigoureuse et plus scientifique que celle du mythe. C'est ce qu'il établit à travers sa loi des 3 états dans son œuvre Cours de philosophie positive. Dans cette œuvre, Auguste Comte nous montre que la connaissance rationnelle prouve la caducité du mythe qui est considéré comme une connaissance dépassée, irrationnelle, prélogique et primitive. Une connaissance qui manque d'objectivité et de rigueur. Plus encore, dans le discours sur l'esprit positif, Auguste Comte nous dit que le mythe est comme l'enfance de l'esprit, c'est-à-dire le balbutiement de l'esprit qui a tâtonné depuis l'ère théologique où, pour expliquer les phénomènes, l'on cherchait leurs origines en les attribuant aux divinités, et à l'ère métaphysique où l'on attribuait l'explication des phénomènes aux entités abstraites, pour aboutir à l'ère positive ou l'ère scientifique
qui cherche les causes véritables des phénomènes, c'est-à-dire les rapports nécessaires des phénomènes. Enfin, chers apprenants, notons que la raison s'oppose au mythe, car elle exige des preuves, des vérifications par le biais de démonstrations logiques ou expérimentales provisoires, tandis que le mythe repose encore sur la croyance et donc sur la foi. Le recours au mythe dans la religion en est une preuve palpable. Que retenir donc de cette partie de notre leçon? Il faut retenir que le mythe, dans sa démarche, diffère de la démarche rationnelle. Toutefois, cette opposition a-t-elle sa raison d'être? Le mythe ne peut-il pas être un auxiliaire, c'est-à-dire un adjuvant ou une aide de la raison? Ces deux questions nous font passer à notre grand B, la nécessaire complémentarité entre la raison et le mythe. La raison et le mythe procèdent différemment, mais sont loin de s'opposer radicalement dans la compréhension et l'explication des phénomènes de la nature et de l'histoire de l'humanité. Mieux, raison et mythe s'inscrivent dans un mouvement dialectique qui prouve leur féconde complémentarité. En effet, chers apprenants, lorsque nous remontons dans la culture hellénique, c'est-à-dire dans la culture grecque, nous voyons que c'est oralement et sous forme de mythe que se transmettaient dès le XIe siècle avant Jésus-Christ les savoirs, les coutumes et l'histoire. D'où l'importance intellectuelle du mythe qui, tout comme la raison, est une manière de penser le monde, un effort pour le comprendre et l'expliquer. Or, qui dit comprendre, qui dit expliquer, dit forcément intervention de la raison. Le mythe est donc aussi le fruit de la raison. Et c'est la raison pour laquelle l'historien et anthropologue Jean-Pierre Vernant nous dit que le mythe est comme une ébauche du discours rationnel. À travers ces fables, on percevait le premier balbutiement du logos dans son œuvre Mythe et société. Autrement dit, le mythe est la première forme d'expression de la raison. Par ailleurs, chers apprenants, notons qu'il existe un rapport de complémentarité très fructueux et enrichissant entre le mythe et la raison, car lorsque la raison confesse son impuissance à expliquer des phénomènes de l'univers, et ceux relatifs aux origines et aux fins de l'histoire de l'humanité, elle produit systématiquement le mythe pour résoudre ce qui demeure encore comme une énigme pour elle. Le mythe était donc ce que les Lumières laissent de ténébreux ou d'obscur dans leur déploiement, tandis que la raison illumine le mythe en lui donnant de la cohérence, de la logique. Et le biologiste François Jacob, en tant que scientifique, a raison de dire, à certains égards, mythe et science remplissent une même fonction. Ils fournissent tous deux à l'esprit humain une certaine représentation du monde et des forces qui l'animent. François Jacob, dans Le jeu des possibles.
Que retenir donc, chers apprenants, de notre grand 2? En somme, le mythe et la raison sont deux moyens d'explication et de compréhension de l'histoire des hommes, du devenir de l'humanité. Et c'est bien la philosophie qui va nous donner la plus haute et belle des illustrations de cette complémentarité entre la raison et le mythe. Chers apprenants, ainsi s'achève la première partie de notre leçon et la seconde partie, quant à elle, portera sur la valeur de la philosophie dans l'histoire de l'humanité. Merci.